Faites quelque chose de différent dans les 90 prochains jours par rapport aux 90 derniers jours. Adoptez de nouvelles habitudes comme la lecture de livres ou l'adoption de nouvelles disciplines en matière de santé, l'amélioration des relations avec votre famille ou quoi que ce soit d'autre. Peu importe à quel point le changement est petit, commencer à faire des choses différentes dans les mêmes circonstances peut entraîner des changements significatifs. Puisque nous ne pouvons pas changer les circonstances, nous devons nous changer nous-mêmes. Un autre secret du succès qui m'a été partagé était le suivant. Ce que vous avez pour le moment, Monsieur Owen, vous l'avez attiré par la personne que vous êtes devenu. Comprendre ce principe simple peut expliquer beaucoup de choses. Parfois, il est difficile de passer de la culpabilité des facteurs externes à la responsabilité de nos vies. Mais il est essentiel de réaliser que vous avez attiré votre situation actuelle par la personne que vous êtes devenu. Pour la changer, vous devez simplement vous changer vous-même. Ne souhaitez pas que les choses soient plus faciles, souhaitez devenir meilleur. Souhaitez devenir meilleur. Au lieu de souhaiter moins de problèmes, souhaitez plus de compétences. Commencez à travailler sur vous-même, à apporter des changements personnels. Et tout changera pour vous. Un aspect crucial de ce parcours est de travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Commencez par vous développer. Améliorez vos compétences et concentrez-vous sur la croissance personnelle. Votre revenu est directement lié à votre philosophie, et non à l'économie. Changez votre philosophie et votre revenu suivra. Découvrez comment les choses fonctionnent. Étudiez le succès, le bonheur, la richesse ou tout autre aspect de la vie que vous souhaitez améliorer. Lisez des livres, apprenez des expériences des autres et développez une curiosité pour l'apprentissage. 2. Devenez un bon lecteur. Consacrez au moins 30 minutes par jour à la lecture de quelque chose de positif, inspirant ou instructif. Faites-en une habitude quotidienne et ne manquez pas un jour. 3. Améliorez vos compétences en lecture. Si vous avez du mal à lire, travaillez sur l'amélioration de vos compétences. Assistez à des séminaires ou à des cours qui enseignent des techniques de lecture efficaces. La lecture est essentielle pour nourrir votre esprit et votre âme. En mettant en œuvre ces étapes et en vous engageant dans le développement personnel, vous pouvez attirer le succès et créer des changements positifs dans tous les aspects de votre vie. Rappelez-vous, ce que vous devenez est beaucoup plus précieux que ce que vous obtenez. Concentrez-vous sur devenir la meilleure version de vous-même, et le succès suivra naturellement. Il pariait une certaine somme d'argent sur le numéro, et que ce soit qu'il gagne ou qu'il perde, il notait ce montant dans son petit carnet. J'aurais gagné 5 $ si j'avais fait ce pari juste pour suivre, que ce soit une victoire ou une défaite. De cette manière, à minuit, il pouvait calculer comment il se débrouillait, qu'il gagne ou qu'il perde, combien. Il ne notait que son argent, gardant son argent, jouant simplement à ce jeu mental de pari. Donc, le voilà, autour de la table de jeu, tout le monde dépensant son argent durement gagné. Il a eu cette brillante idée. Au lieu de parier avec son argent, il pariait avec son esprit. Et il a perdu la tête, ce qui signifie ne pas essayer de battre le système, je suppose. Parlons de quelques autres aspects du développement personnel. Voici le premier. Le physique. Le côté physique, vous devez prendre soin de vous. Ne négligez pas de prendre soin de votre corps. Une phrase utilisée dans la Bible, de ma manière amateur, mais laissez-moi vous la présenter du mieux que je peux. Voici ce qu'elle dit. Traitez votre corps comme un temple, c'est une bonne phrase, une bonne suggestion. Temple signifiant quelque chose dont vous prenez extrêmement soin. Un temple, prenez bien soin. C'est le seul endroit où vous avez à vivre actuellement, le temple, nutrition. Ma mère a étudié la nutrition, me l'a transmise à mon père, mes enfants, mes petits-enfants. Quel héritage cela a été, apprendre à simplement prendre soin de soi. Phrase clé,
Certaines personnes ne réussissent pas parce qu'elles ne se sentent pas bien. Elles ont les dons, elles ont les compétences. Peut-être qu'elles ne se sont tout simplement pas suffisamment occupées d'elles-mêmes. Elles n'ont pas la vitalité. Phrase clé. La vitalité est une partie importante du succès. Vitalité. Alors prenez soin de vous. Je connais un gars qui élève des chevaux de course. Je vous le dis, ce gars nourrit mieux ses chevaux que lui-même. Il est tellement prudent sur la façon dont il nourrit ses chevaux. Il est tellement prudent sur ce qu'il mange. Il est tellement prudent pour qu'ils aient tout ce qu'il faut. Et en raison de ce soin extrême, je veux dire, ce sont des animaux magnifiques. Ils peuvent courir comme le vent. Mais vous devriez voir ce gars. 10 marches d'un escalier, et je veux dire, il est tout essoufflé. Le gars s'occupe mieux de ses animaux que de lui-même. Certaines personnes nourrissent mieux leurs chiens que leurs enfants. Physique. Maintenant, il y a toutes sortes de parties du physique. En voici une. L'apparence, c'est une partie du physique. Vous n'avez jamais de deuxième chance de faire une première impression. Côté physique. Et voici l'un des meilleurs conseils sur l'apparence que je puisse vous donner. Il vient encore une fois de l'écriture ancienne. Cela dit, Dieu regarde à l'intérieur, les gens regardent à l'extérieur. N'est-ce pas une bonne information? Maintenant, vous dites, eh bien, les gens ne devraient pas vous juger sur votre apparence? Eh bien, laissez-moi vous donner un conseil. Ils le font. Ils le font. Vous ne pouvez pas vous baser sur ces devraient et ne devraient pas. Vous serez renversé le reste de votre vie. Maintenant, bien sûr, lorsque les gens apprennent à vous connaître, ils vous jugeront sur plus que ce qu'ils voient. Mais au début, ils vont jeter un coup d'œil. Donc, voici le meilleur conseil que je puisse vous donner. Assurez-vous que l'extérieur est le reflet majeur de ce qui se passe à l'intérieur. Le côté physique, quelques minutes par jour, restez en bonne santé, un peu de nourriture, un peu d'études sur la nutrition. Restez en bonne santé. Bon, maintenant voici la prochaine partie du développement personnel, la partie spirituelle. Je suis un amateur du côté spirituel. Je crois que les humains sont une création spéciale. C'est juste ma croyance personnelle, et je ne vous demande pas de l'accepter. Mais voici ce que je vous demande d'accepter. Si vous croyez en la spiritualité de quelque manière que ce soit, voici mon meilleur conseil. Étudiez-la et pratiquez-la. Ne négligez pas vos valeurs, ne négligez pas vos vertus. Si vous croyez en la spiritualité, mon conseil est le suivant. Étudiez-la et pratiquez-la. Ne la laissez pas sans études, ne la laissez pas sans nourriture. Si vous croyez, voilà mon meilleur conseil du côté spirituel. Maintenant, voici la troisième partie, le côté mental. Partie de ce développement personnel, défi pour se développer mentalement. Apprenez, étudiez, grandissez, changez, c'est ce que représente l'éducation. Et le développement humain prend du temps. Une quantité incroyable de temps. Bien que nous ayons pris le temps pour ce séminaire, cela prend simplement du temps. Certaines choses ne peuvent pas être couvertes dans un discours de 20 minutes. Vous ne pouvez pas les couvrir dans une petite discussion de 5 minutes. Cela prend du temps pour les humains. Il semble que cela prenne plus de temps que pour toute autre forme de vie. Le petit Gnou en Afrique, devinez combien de temps il a dès sa naissance pour pouvoir courir avec le troupeau afin de ne pas se faire manger par les lions? Devinez combien de temps il a? Quelques minutes. Pas des heures, pas des jours, des minutes. Waouh, mais le bébé humain? Waouh. Après 16 ans, nous ne sommes pas sûrs. Quantité incroyable de temps qu'il faut. Donc, cela prend du temps pour le développement personnel. Cela prend du temps pour le développement spirituel, le développement physique. Mais voici aussi ce qui prend du temps, et c'est votre développement mental. Nourrir l'esprit, nourrir l'esprit. Certaines personnes lisent si peu, elles ont le rachitisme de l'esprit. Ils ne pourraient pas vous donner un argument solide sur leurs propres croyances personnelles. Je vous le dis, vous devez être capable de comprendre ces idéologies. Vous devez être capable de comprendre la philosophie. Et voici la prochaine étape. Vous devez être capable de la défendre.
Si vous ne pouvez pas défendre vos vertus, et si vous ne pouvez pas défendre vos valeurs, je vous le dis, même dans les années 90, vous tomberez sous les philosophies qui ne sont pas dans votre intérêt. Et nous devons aider nos adolescents, nous devons aider nos enfants, en particulier, à pouvoir débattre des grandes questions de la vie, des questions politiques, des questions sociales, des questions religieuses, des questions spirituelles, des questions spirituelles, des questions nutritionnelles, des questions économiques, et toutes les autres questions qui sont précieuses pour nous construire les équités que nous voulons. Vous devez vous préparer. Et l'une des façons dont vous devez vous préparer n'est pas seulement physique, et pas seulement spirituelle, vous devez vous préparer mentalement. Et c'est là que Schaff a travaillé sur moi pour être prêt mentalement, pour développer la philosophie, et aussi être capable de défendre vos vertus et vos valeurs. Savez-vous que si vous étudiez les gens qui sont au sommet de quoi que ce soit, vous reconnaissez que pour y arriver, la motivation était peut-être un élément dans la formule. Peut-être un. Je vais vous le prouver. Si vous voulez devenir un culturiste de classe mondiale, disons un professionnel IFB, eh bien, ce que cela prend, c'est que vous devez vous entraîner 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Vous devez avoir 8 repas par jour. Votre apport calorique est réglementé. Vos repas sont prévus et préparés à l'avance. Vous ne mangez pas en fonction du goût, vous mangez en fonction de la fonction. Donc, mon entraîneur, par exemple, mangera, et je vais, que manges-tu? Et il mangera du poulet bouilli sans sel. Et il en mangera, genre, 1/2 kilo. Et que fais-tu? Il dit, je prends des protéines. Il ne dit pas, je mange, il dit, je prends des protéines. C'est fonctionnel, ce n'est pas basé sur le goût. Alors, vous devrez probablement vous entraîner pendant un minimum. Et ceci, si vous êtes un phénomène génétique, vous devrez vous entraîner pendant un minimum de 10 ans avant de pouvoir monter sur scène et compétitionner à un niveau moyen avec un culturiste mondial moyen. Moyen. D'accord. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Nous sommes tous ici au début d'une nouvelle année, n'est-ce pas? Ces choses qu'on appelle les résolutions du nouvel an. Et puis c'est, vous savez, vos résolutions du nouvel an. 1. Gagner plus d'argent. Oui. 2. Changer de petit ami. 3. Se mettre en forme. Oui, se mettre en forme est quelque part dans les 3 premiers. Que faites-vous? Vous allez à la salle de sport et vous prenez un abonnement. Oui, vous allez au magasin Nike local et vous achetez comme tout votre équipement de salle de sport. Vous êtes motivé, vous êtes inspiré, vous allez à la salle de gym maudite. Vous allez sur YouTube, vous vous abonnez à toutes les chaînes de fitness. Vous allez sur Instagram, vous suivez tous les mannequins, fitness. Vous êtes motivé, vous allez à la salle de gym maudite. Vous allez vous mettre en forme, voilà ce que vous allez faire. Les personnes que vous suivez sur YouTube travaillent dessus depuis un minimum de 5 ans pour avoir cet aspect. Vous avez une compréhension erronée selon laquelle après un mois de sport, vous aurez leur apparence. Alors que se passe-t-il? Au premier mois, vous êtes excité, vous allez à la salle de gym tous les jours. Et vous ressentez des douleurs, et votre corps est endolori. Mais vous savez, je suis excité, je vais à la salle de gym. Ensuite, la vie arrive. L'entreprise ne gagne pas d'argent, vous ne réalisez pas vos objectifs, vous perdez un peu pied. Quelque chose arrive, et tout d'un coup, vous arrêtez d'aller à la salle de gym pendant une journée. Un jour devient 2, devient 22, devient une semaine. Maintenant, tout à coup, vous avez un abonnement à la salle de gym depuis 3 mois. Et vous n'y êtes pas allé pendant ce temps. Qu'avez-vous raté? Vous pensiez que la motivation était la solution. Les gagnants n'ont pas besoin de motivation. Les gagnants ont besoin de discipline. La discipline consiste à accomplir la tâche, vous voyez. Vous devez le faire, pas parce que vous en avez envie, pas parce que je suis motivé pour ça.
Vous pensez que Nelson Mandela est motivé? Il a passé 27 ans en prison. Vous pensez que Martin Luther King était motivé pour marcher à travers les États et proclamer la liberté? Vous pensez, vous savez, si vous regardez les personnes qui changent le monde, elles ne le font pas parce qu'elles sont motivées. Elles le font parce qu'elles ont pris l'engagement de le faire et elles ont discipliné pour mener à bien cette mission. La discipline est bien plus importante que la motivation. C'est pourquoi vous devez être prudent dans les décisions que vous prenez, car une fois que vous avez pris la décision, vous devez suivre cette décision. Comme le dit mon mentor, d'abord, nous prenons les décisions, puis les décisions nous prennent. Donc, vous devez être très prudent dans les décisions que vous prenez. Soyez très prudent. La motivation, je vous le dis maintenant, est complètement surestimée. Elle est importante, ne vous méprenez pas. Vous savez, nous en avons besoin, grâce à la motivation, nous nous sentons bien, vivants. Mais cela va s'estomper. Vous avez besoin d'une volonté plus forte et d'un engagement plus profond pour mener les choses à bien. L'une de mes phrases clés pour toute la journée. Les disciplines opèrent des miracles. Les disciplines opèrent des miracles. Et voici le premier élément qui opère des miracles. 1. Faites ce que vous pouvez faire. Ne laissez pas la négligence vous prendre à la gorge. Ne laissez pas la négligence vous arrêter sur votre chemin vers la prospérité et la santé, devenir puissant, influent, riche, au-delà de votre imagination la plus folle. Ne négligez pas ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez lire, lisez. Si vous pouvez changer, changez. Si vous pouvez grandir, grandissez. Si vous pouvez faire un pas, faites un pas. Ne négligez pas de faire ce que vous pouvez faire à l'instant. Bien sûr, vous ne pouvez pas diriger une entreprise multinationale aujourd'hui. Marc non plus il y a 10 ans, il y a 5 ans. Mais je vous le dis aujourd'hui, il peut le faire. Parce que pas à pas, année après année, il a entrepris ce qu'il pouvait faire. Il ne l'a pas négligé. Il a fait les réunions qu'il pouvait faire. Il a passé les appels qu'il pouvait passer. Il a lu les livres qu'il pouvait lire. Il a suivi les cours qu'il pouvait suivre, et pas à pas, il s'est préparé. Je vous le dis, ne négligez pas de faire ce que vous pouvez faire, car cela opérera des miracles de développement personnel. Premièrement, la productivité. Deuxièmement, maintenant faites ce que vous pouvez. Voici 2. Faites de votre mieux. Si c'est une nuit brumeuse et que vous ne pouvez voir qu'à 100 pieds, comment pouvez-vous voir encore à 100 pieds? Réponse. Marchez les premiers 100 pieds. Marchez aussi loin que vous pouvez le voir. Et ensuite, vous pouvez voir encore plus loin. Marchez aussi loin que vous pouvez le voir. Et ensuite, vous pourrez voir encore plus loin. Donc, ce que vous avez compris ici, faites-le aussi loin que vous pouvez le voir. Et je vous promets, si vous l'exécutez aussi loin que vous pouvez le voir, vous pourrez voir plus loin. Faites cela. Ensuite, vous pourrez voir plus loin. Et enfin, mettez-vous dans l'état d'esprit de faire de votre mieux, et vous aurez l'activité qui développera les disciplines qui mettront les voiles pour que vous puissiez dire. Peu importe comment le vent souffle, je suis prêt. Pour certaines personnes, la discipline est un mot un peu laid. Vous savez, ne me parlez pas de discipline. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la discipline est une force incroyablement créative. La discipline construit une carrière. La discipline développe une bonne santé. La discipline forme le mariage le plus incroyable. La discipline crée une amitié qui ne s'arrête jamais. Pour toujours. La discipline développe des compétences qui peuvent être amplifiées, vous savez, et touchent le monde. Les disciplines ouvrent la musique, vous savez. Vous ne pouvez pas avoir une musique incroyable sans discipline. En fait, nous les appelons les disciplines. Nous appelons l'architecture et la musique, et nous appelons jouer d'un instrument, nous appelons la sculpture, nous appelons la peinture, nous appelons la peinture, nous appelons l'écriture, composer. Nous appelons tout cela les disciplines. Et les disciplines nous donnent l'indication que, oui, cela ne vient que par la discipline. Mais cela signifie aussi que la discipline
est la porte ouverte au processus créatif, pour transformer le néant en quelque chose et pour transformer l'imagination en réalité. Donc, voici ce que vous devez apprendre à faire. Apprécier les disciplines et accueillir les disciplines. Voici une bonne question à poser. Quelle autre discipline pourrais-je commencer qui ouvrirait une toute nouvelle expression dans ma vie pour transformer l'imagination en réalité? Sans discipline, il n'y a pas d'entreprise. Sans discipline, il n'y a pas de structure magnifique. Sans discipline, il n'y a pas de musique. Sans discipline, il n'y a pas de santé. Sans discipline, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avenir. Donc, la discipline est tout quand il s'agit d'imagination, d'avoir quelque chose de réel, d'y croire et de le transformer en réalité. La clé du développement est d'être tout ce que vous pouvez être. Je ne sais pas quels sont vos talents, je ne sais pas quelles sont vos compétences, mais voici ce sur quoi je suis probablement sûr. Que vous êtes en retard sur un effort accéléré vers votre développement complet. Je suggérerais que maintenant, pour certains d'entre vous, je sais que c'est probablement vraiment faux. Mais même en regardant ma propre vie, parce que, vous savez, je suis tenté de procrastiner comme tout le monde, vous savez, je devrais avoir écrit 30 livres maintenant, j'en ai seulement écrit 4. Vous savez, j'aurais dû faire beaucoup de choses, mais je ne l'ai pas fait. Vous savez, j'ai été distrait et nous avons tous ces défis. Mais que pourrais-je devenir? Que pourrais-je devenir? J'avais l'un de mes plus chers amis, je l'ai perdu. Il est mort à l'âge de 53 ans, un jour, et il buvait un peu trop. David buvait un peu trop. Mais il a fait toutes sortes de choses. Il était un bâtisseur, et il était un rêveur, et il a fait beaucoup de choses. Mais sa consommation d'alcool le maintenait dans un brouillard depuis des années et des années et des années. Il y a environ 6 ans, il était assis au club O et il était dans un brouillard. Et soudain, il s'est demandé, je me demande ce que j'aurais pu accomplir toutes ces années si je n'avais pas été dans cet état un peu brumeux, et il a dit, ça y est. Et les 6 dernières années avant sa mort, il était libre. Et ensuite, il a accompli des choses incroyables au cours de ces 6 dernières années. Être tout ce que vous pouvez être. Et ne pas laisser les habitudes vous entraîner vers le bas, ne pas laisser les choses, vous savez, vous détourner du développement complet de ce que vous avez la capacité d'être. Qu'est-ce que tout? Qu'est-ce que votre cœur pourrait contenir si vous aviez vraiment la chance, et vous aviez vraiment les disciplines, et vous vous y mettiez vraiment? Qu'est-ce que vous pourriez vraiment devenir? Combien pourriez-vous gagner? À quel point pourriez-vous être vraiment en bonne santé? Combien de livres pourriez-vous écrire? 10. Combien de poèmes pourriez-vous écrire? Alors voici ce que je vous demanderai. Si vous avez l'impression d'être un peu bloqué ou que vous soyez dans votre progression, je vous demande de corriger cela. Je vous demande de voir si vous ne pouvez pas être sur une voie plus accélérée vers vos possibilités et votre développement complet. Voilà ce qu'est la vie, de devenir tout ce que nous pouvons être. Le plein développement de tout votre potentiel. Le numéro 2 est l'utilisation sage de toutes vos ressources. C'est ce qu'est la vie, la discipline. S'il y a un mot magique qui se démarque au-dessus de tous les autres, c'est celui-là, la discipline. La discipline est le pont entre la pensée et la réalisation. Le pont entre l'inspiration et la réussite, le pont entre la nécessité et la productivité. Rappelez-vous, toutes les bonnes choses remontent le courant. Le passage du temps nous emmène à la dérive, et la dérive ne nous apporte que le négatif, le désastre, la déception et l'échec. L'échec n'est pas un événement cataclysmique. Ce n'est généralement pas le résultat d'un incident majeur, mais plutôt d'une longue liste d'échecs accumulés. Échouer dans la vie, c'est échouer à penser aujourd'hui, échouer à agir aujourd'hui, échouer à prendre soin, à lutter,
à grimper, à apprendre, à essayer de continuer jour après jour. Si votre objectif nécessite que vous écriviez 10 lettres aujourd'hui, et que vous n'en écrivez que 3, vous êtes en baisse de 7 lettres. Si vous voulez faire 5 appels, et que vous n'en faites qu'un, vous êtes en baisse de 4 appels. Si votre plan appelle à économiser 10 $ aujourd'hui, et que vous n'en économisez aucun, vous êtes en baisse de 10 $ aujourd'hui. Maintenant, le danger est de regarder une journée indisciplinée et de conclure qu'aucun grand mal n'a été commis. Ça ne semble pas être une si mauvaise journée. Mais additionnez ces jours pour en faire une année, et ensuite additionnez ces années pour en faire une vie. Et peut-être pouvez-vous maintenant voir comment répéter les petits échecs d'aujourd'hui peut facilement transformer votre vie en un désastre majeur. Mais d'un autre côté, c'est juste le même processus en sens inverse. Si vous prévoyez de faire 10 appels et que vous terminez la journée en faisant 15, maintenant vous êtes en hausse de 5 appels. Si vous n'avez pas envoyé quelques lettres, augmentez les chiffres d'économie. Vous pouvez voir quelle différence massive cela pourrait faire en un an et quels avantages et accomplissements attendent une vie entière. La discipline est comme un ensemble de clés magiques qui déverrouillent toutes les portes de la richesse, du bonheur, de la sophistication, de la culture, de l'estime de soi élevée, de la fierté, de la joie, de l'accomplissement, de la satisfaction et du succès. La première clé de la discipline est la prise de conscience du besoin de discipline et de la valeur de la discipline, et surtout de la discipline pour apporter les changements. Que faut-il? Que dois-je faire? Et que dois-je devenir pour obtenir tout ce que je veux de ma vie? La deuxième clé est la volonté. Plus que cela, l'empressement à maintenir votre nouvelle discipline délibérément, judicieusement, de manière cohérente. Et la troisième clé de la discipline est l'engagement à maîtriser les circonstances de votre vie quotidienne, à voir et à exploiter les opportunités, à tirer parti du soleil et de la pluie, du bon ainsi que de ce qui se présente sous les traits de la malchance. La discipline fait beaucoup de choses, mais le plus important de tout est ce qu'elle fait pour vous. Elle vous fait vous sentir mieux avec vous-même. Même la plus petite discipline peut avoir un effet incroyable sur votre attitude et la bonne sensation que vous ressentez. Cette montée de sentiment d'accomplissement qui vient du démarrage d'une nouvelle discipline est presque aussi bonne que le sentiment qui vient de l'accomplissement de la discipline. Deuxièmement, une nouvelle discipline modifie immédiatement la direction de votre vie. Vous ne changez pas de destination immédiatement, cela viendra plus tard, mais vous pouvez changer de direction immédiatement. Et la direction est très importante. Troisièmement, il s'agit de coopérer avec la nature. Toutes ses forces, c'est une fonction de vie commune. À quelle hauteur un arbre poussera-t-il? Aussi haut qu'il le peut, toutes ses forces de devenir tout ce qu'il peut être. Et ce désir de devenir est ce que la discipline est tout à fait. Nous discipliner pour réaliser notre potentiel naturel, pour devenir tout ce que nous pouvons être. Et enfin, la discipline attire l'opportunité. L'opportunité cherche toujours l'ambition, la compétence et l'action. La discipline puise dans le pouvoir illimité de l'engagement, de la volonté humaine en action, poussée par l'inspiration, séduite par le désir, tempérée par la raison, guidée par l'intelligence, et peut vous mener à cet endroit élevé et noble appelé à belle vie. Alors commencez le nouveau processus. Vous pouvez commencer une nouvelle habitude, peu importe sa taille. Ce n'est pas important si elle est petite. Ce qui est important, c'est si vous commencez et si vous continuez. Donc, pour avoir une vie prospère, commencez un plan de prospérité. Pour devenir riche, commencez un plan de richesse. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être riche pour avoir un plan de richesse. Une personne sans moyens peut avoir un plan riche. Si vous êtes malade, commencez un plan de santé. Si vous n'avez pas d'énergie, commencez un plan d'énergie.
Si vous ne vous sentez pas bien, commencez un plan de bien-être. Si vous n'êtes pas intelligent, commencez un plan intelligent. Vous ne pouvez pas commencer un plan si vous n'avez pas commencé un plan. Tout le monde peut. Même une mauvaise personne peut commencer à entendre de bons messages et à lire de bons livres. Reconnaissez que le début de cette vie, de la vie heureuse, de la vie riche, c'est aujourd'hui. C'est excitant. Tant le processus que le résultat peuvent commencer aujourd'hui. Commencez le nouveau voyage aujourd'hui. Vous avez une nouvelle idée. Aujourd'hui est le jour pour commencer la discipline en mettant cette idée en action. Définissez cette journée comme un début long, occupé et excitant pour votre nouvelle vie. Achetez votre premier livre pour votre nouvelle bibliothèque aujourd'hui. Commencez votre nouvelle pratique de fixation d'objectifs aujourd'hui. Commencez à vider un tiroir de votre nouveau bureau ordonné aujourd'hui. Commencez à manger une pomme par jour dans le cadre de votre nouveau plan de santé aujourd'hui. Mettez de l'argent dans votre nouveau compte d'investissement fortune aujourd'hui. Commencez à lire avec intensité pour votre nouveau trésor de l'esprit aujourd'hui. Écrivez une lettre reportée aujourd'hui. Passez un appel téléphonique retardé aujourd'hui. Prenez votre appareil photo et prenez une photo de quelque chose pour commencer votre nouveau trésor de photographie aujourd'hui. Mettez de l'élan. Votre nouvel engagement pour une vie meilleure. Voyez combien d'activités vous pouvez accumuler en ce premier jour. Allez-y à fond. Rompez avec une attraction négative. À la baisse. Lancez les propulseurs. Prouvez-vous que l'attente est terminée, que l'espoir est passé, et que la foi et l'action prennent désormais le relais. C'est un nouveau jour, un nouveau départ pour votre nouvelle vie. Avec la discipline, vous ne pouvez pas croire à la liste des mouvements positifs que vous pouvez faire dès le premier jour de votre nouveau départ. Demandez aux gens pourquoi ils procrastinent. Et vous entendrez souvent quelque chose comme ça. Je suis un perfectionniste. Tout doit être parfait avant que je puisse me mettre au travail. Pas de distraction, pas de bruit, pas d'appel téléphonique qui m'interrompent. Et bien sûr, je dois aussi me sentir bien physiquement. Je ne peux pas travailler quand j'ai mal à la tête. L'autre extrémité de la procrastination, l'incapacité à terminer, a également une explication perfectionniste. Je ne suis jamais satisfait. Je suis mon propre critique le plus sévère. Si tous les hommes ascendent, les 200 les coups ne sont pas pointés et tous les A ne sont pas croisés, je ne peux pas considérer que j'ai terminé. C'est juste ma façon d'être, et je ne changerai probablement jamais. Voyez-vous ce qui se passe ici? Un défaut est transformé en une vertu. Le perfectionniste dit que ses normes sont tout simplement trop élevées pour ce monde. Ce syndrome de transformer un défaut en vertu est une défense courante lorsque les gens sont appelés à discuter de leurs faiblesses. Mais en fin de compte, c'est juste une sorte d'excuse très pieuse. Cela n'a certainement rien à voir avec ce qui est vraiment derrière la procrastination. La base de la procrastination pourrait être la peur de l'échec. C'est ce qu'est vraiment l'extrême perfectionnisme. Une fois que vous y regardez de plus près, quelle est la différence si vous avez peur d'être moins que parfait ou si vous avez peur de quoi que ce soit d'autre? Vous êtes toujours paralysé par la peur. Quelle est la différence si vous ne commencez jamais ou si vous ne finissez jamais? Vous êtes toujours bloqué, vous ne faites toujours rien et vous êtes toujours submergé par la tâche qui vous attend. Vous vous permettez toujours d'être dominé par une vision négative de l'avenir, dans laquelle vous vous voyez être critiqué, ridiculisé, puni ou chassé de la ville. Bien sûr, cette vision négative de l'avenir est vraiment un mécanisme qui vous permet de ne rien faire. C'est un outil mental très pratique. Eh bien, je vais vous dire comment surmonter la procrastination. Et si vous faites ce que je suggère, le processus sera pratiquement indolore. Je vais être très spécifique sur la manière dont vous pouvez le faire. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une vision négative de l'avenir comme d'un outil mental pour l'inactivité. Si vous avez utilisé cet outil,
Je vais vous demander de le jeter et de commencer à utiliser deux autres principes très puissants qui favorisent la productivité et la persévérance au lieu de la passivité et de la procrastination. Le premier principe est décomposez-le. Peu importe ce que vous essayez d'accomplir, que ce soit écrire un livre, gravir une montagne ou peindre une maison, la clé de la réussite est votre capacité à diviser le chemin en morceaux gérables et à les éliminer un par un. Concentrez-vous sur ce qui est juste devant vous en ce moment et ignorez ce qui est au loin quelque part. Remplacez la pensée positive en temps réel par la visualisation négative de l'avenir. C'est la première technique très importante pour mettre fin à la procrastination. Ainsi, si je vous demandais si vous pouviez écrire un roman de 400 pages, si vous êtes comme la plupart des gens, ce serait une tâche impossible. Dès que je vous posais cette question, une image apparaît dans votre esprit d'un gros livre posé sur une table basse, des centaines et des centaines de mots couvrant chaque page. Oui, quelqu'un doit avoir écrit le livre que vous voyez dans l'œil de votre esprit, mais cette personne n'était sûrement pas vous. Je suppose que si je vous posais une autre question, supposez que je vous demande si vous pouvez écrire une page par jour pendant 1 an. Pensez-vous que vous pourriez le faire? Maintenant, la tâche commence à sembler plus gérable. Nous divisons le livre de 400 pages en morceaux plus petits. Mais même ainsi, je soupçonne que beaucoup de gens trouveraient encore la perspective intimidante. Voyez-vous pourquoi écrire une page par jour peut ne pas sembler si terrible, mais on vous demande de regarder un an entier? Lorsque les gens commencent à regarder aussi loin, beaucoup d'entre eux entrent automatiquement dans un mode négatif. Alors, laissez-moi formuler l'idée d'écrire un livre d'une autre manière. Laissez-moi le décomposer encore plus. Supposons que je vous demande si vous pouvez remplir 1,5 page de mots, non pas pendant 1 an, non pas pendant 1 mois, pas même pendant 1 semaine, mais juste aujourd'hui. Ne regardez pas plus loin que ça. Je crois que la plupart des gens déclareraient avec confiance qu'ils pourraient accomplir cela. Et bien sûr, ce seraient les mêmes personnes qui se sentiraient totalement incapables d'écrire un livre entier. Oui, et si je disais la même chose à ces personnes demain, si je leur disais « Je ne veux pas que vous regardiez en arrière. Je ne veux pas que vous regardiez en avant. Je veux juste que vous remplissiez 1,5 page aujourd'hui. » Pensez-vous que vous pourriez le faire un jour à la fois? Vous avez probablement entendu cette phrase. C'est ce que nous faisons ici. Nous divisons le temps nécessaire pour une tâche majeure en segments d'une journée. Et nous divisons le travail nécessaire pour écrire un livre de 400 pages en incréments d'1,5 page. Continuez ainsi pendant 1 an, et vous écrirez le livre. Entraînez-vous à ne regarder ni en avant ni en arrière, et vous pouvez accomplir des choses que vous pensiez ne jamais pouvoir faire. Une des beautés de cette technique est le fait que vous pouvez vraiment l'extrapoler à l'extrême si vous le devez. Si écrire 1,5 page pendant une journée vous semble encore trop, divisez-la encore plus. Essayez d'écrire 3 phrases dans la prochaine heure. Leur tâche de manière enfin gérable. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est persévérer. La procrastination ne sera pas un problème car la tâche est désormais si petite que la peur ne se déclenchera pas. Et tout commence avec ces 3 mots, décomposez-le. Ma deuxième technique pour vaincre la procrastination est également longue, seulement 3 mots. Les 3 mots sont « écrivez-le ». Nous avons vu à quel point l'écriture est importante pour la fixation des objectifs. L'écriture que vous ferez pour vaincre la procrastination est très similaire, mais au lieu de vous concentrer sur l'avenir, vous allez maintenant écrire sur le présent, tel que vous le vivez chaque jour, au lieu d'attribuer les choses que vous voulez faire ou les endroits où vous voulez aller. Vous allez décrire ce que vous faites réellement avec votre temps, et vous allez tenir un compte-rendu écrit des endroits où vous allez réellement. En d'autres termes, vous allez tenir un journal de votre activité
et vous serez étonné des distractions, des détours et du temps perdu que vous trouvez au cours de la journée. Tout cela fait obstacle à la réalisation de vos objectifs. Pour beaucoup de gens, c'est presque comme s'ils l'avaient planifié de cette façon, et peut-être que c'est sur un niveau inconscient qu'ils l'ont fait. La grande chose à propos de tenir un journal du temps est que cela met tout cela en lumière. Cela vous force à voir ce que vous faites réellement et ce que vous ne faites pas. Le journal du temps n'a pas à être quelque chose d'élaboré. Achetez simplement un petit carnet spirale que vous pouvez facilement transporter dans votre poche. Lorsque vous allez déjeuner, lorsque vous traversez la ville, lorsque vous allez chez le nettoyeur à sec, lorsque vous passez un certain temps à bavarder près de la machine à café, faites une note rapide de l'heure à laquelle vous avez commencé l'activité et de l'heure à laquelle vous avez commencé l'activité et laquelle elle s'est terminée. Essayez de faire cette notation dès que possible. Mais si c'est inconfortable de le faire immédiatement, vous pouvez le faire plus tard. Mais vous devriez faire une entrée dans votre journal du temps, au moins toutes les 30 minutes, et vous devriez le faire pendant au moins une semaine. Que devez-vous faire d'autre pour bénéficier de cette technique de productivité extrêmement puissante? Rien, vous n'avez absolument rien d'autre à faire. C'est juste un processus pour vous rendre conscient de la façon dont vous passez réellement votre temps. Vous commencerez naturellement et sans effort à réorganiser votre vie. Peut-être que cela semble trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Lorsque vous êtes obligé d'écrire que vous avez traîné à la machine à café pendant 15 minutes aujourd'hui, vous y réfléchirez à 2 fois avant de le refaire demain. Lorsque vous devez mettre par écrit que vous avez travaillé sur un projet important pendant 30 minutes aujourd'hui, puis pris une pause pour lire le journal, vous persévérerez un peu plus longtemps sur le projet demain et oublierez le journal. Essayez simplement de tenir un journal du temps pendant une semaine et vous verrez comment cela peut révolutionner votre capacité à vous concentrer et à atteindre vos objectifs. Décomposez-le, écrivez-le. Très facile à comprendre, très direct, mais ce sont des techniques de productivité puissantes et efficaces. C'est ainsi que vous mettez fin à la procrastination. C'est ainsi que vous vous lancez. Mais comment continuer? Comment apprendre à persévérer lorsque la nouveauté s'est dissipée et que vous êtes encore loin de votre objectif? Nous en parlerons dans un instant. Le poète irlandais William Butler Yeats a écrit un poème décrivant certaines des caractéristiques malheureuses du monde moderne. Une des choses que Yeats a remarquées, c'est que les mauvaises personnes semblent avoir le plus d'énergie, tandis que les bonnes personnes deviennent découragées et doutent de leurs propres capacités. Les meilleurs manquent de toute conviction, tandis que les pires sont remplis d'une passion intense. Ce sont les mots qu'a utilisés Yeats, et il est vrai que nous pouvons regarder autour de nous dans le monde et voir toutes sortes de choses se produire que nous pourrions souhaiter ne pas voir se produire. Et il y a des gens qui travaillent très dur pour que ces choses se produisent pour des raisons que nous pourrions ne pas admirer. Et quand nous voyons cela, il est facile de commencer à dire « À quoi bon? Quel espoir ai-je vraiment ?» Pourquoi ne pas simplement abandonner toutes les choses que j'ai essayé d'accomplir et commencer à prendre ça cool? Même les personnes de forte personnalité ressentent parfois cela. Nous avons tous des moments comme ça. C'est là que la persévérance devient vraiment difficile. Quelle est la réponse? Eh bien, vous vous souvenez que lors de notre discussion sur la fixation d'objectifs, je vous ai demandé de lister 5 catégories pour vos objectifs à long terme. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous être? Que voulez-vous avoir? Que voulez-vous avoir? Où voulez-vous aller? Maintenant, je veux que vous en ajoutiez un autre. Avec qui voulez-vous partager? En d'autres termes, pour qui travaillez-vous en plus de vous-même?
Dans les 5 premières catégories, on vous a demandé de vous concentrer exclusivement sur vos aspirations personnelles et sur leur importance pour vous. Mais maintenant, je veux que vous pensiez en termes d'autres personnes. Qui compte sur vous? Qui bénéficiera si vous persévérez et réussissez? Qui souffrira si vous abandonnez et arrêtez d'essayer? Qui pouvez-vous contacter et aider une fois que vous avez atteint votre objectif? Pour beaucoup de gens, les réponses apparaîtront assez facilement. Si vous avez une famille, votre conjoint et vos enfants comptent sur vous. Peut-être même que vos parents comptent sur vous s'ils sont âgés et ont besoin de soins. Même si vous êtes célibataire ou que vous commencez tout juste votre carrière, vous pouvez trouver des raisons de persévérer et de réussir qui vont au-delà de vos besoins personnels. Peut-être aimeriez-vous partager une partie de votre succès financier avec les écoles qui vous ont éduqué, ou avec les institutions religieuses qui vous ont donné une guidance spirituelle, ou avec un hôpital qui vous a aidé à guérir à une occasion. Ce partage ne se limite pas seulement à l'argent. Si votre travail vous a donné certaines compétences, vous pouvez partager votre temps et vos capacités. Vous pouvez et vous devriez le faire, mais même cela ne met pas assez l'accent dessus. Ce n'est pas seulement que vous ferez mieux si vous sentez que vous travaillez pour les autres en plus de vous-même. Vous devez absolument trouver des raisons en dehors de vous-même pour persévérer si vous voulez continuer lorsque les choses se verront tard. Hemingway a écrit « Un homme seul n'a aucune chance ». Et cela ne signifie pas seulement que vous avez besoin de personnes pour vous aider dans la vie. Vous avez besoin de personnes qui peuvent devenir la vraie raison de persévérer, au-delà de vos possessions matérielles ou de votre succès financier. Qu'est-ce que j'y gagne? Peut vous emmener jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre que moi y gagne? Peut vous emmener aussi loin que nécessaire. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, le croiseur américain Indianapolis a été coulé par un sous-marin japonais. Ce fut l'un des incidents les plus tragiques de la guerre pour les forces américaines, au cours duquel des centaines d'hommes ont perdu la vie. Beaucoup de ceux qui ont survécu à l'attaque initiale ont dû passer des jours et des nuits dans l'eau avant l'arrivée des secours. L'expérience de tenter de rester en vie dans l'eau était tellement écrasante que beaucoup de gens ont simplement abandonné. En fait, les survivants ont rapporté plus tard que pratiquement tout le monde voulait abandonner à un moment donné. Mais chaque fois que quelqu'un voulait arrêter d'essayer, les autres lui parlaient des gens chez eux qui avaient besoin de lui, qui dépendaient de lui pour survivre. Et s'il n'y avait personne qui dépendait de lui à ce moment-là, il parlait des gens dans le futur qui auraient un jour besoin de lui, des gens qu'il n'avait pas encore rencontrés, des gens qui n'étaient même pas encore nés. Ils évoquaient toutes sortes de raisons au-delà de simplement survivre. Cette motivation, au-delà de soi, était la seule motivation assez forte. Et ce qui était vrai de manière extrême pour ces hommes en temps de guerre est aussi vrai dans toutes nos vies. Peu importe ce que nous essayons d'accomplir, mais supposons qu'il y ait une force immense, extrêmement puissante, contre laquelle personne ne peut lutter, et cette immense force est toujours active et en mouvement furieux. Elle ne se repose jamais. Elle ne se repose jamais. C'est comme une rivière qui coule lentement et qui peut finalement creuser le Grand Canyon dans la roche solide. Mais cette comparaison ne lui rend pas vraiment justice. La force dont je parle est bien plus redoutable que n'importe quelle rivière, océan ou glacier, ou tout autre phénomène naturel. Maintenant, en essayant d'atteindre vos objectifs de vie, préféreriez-vous lutter contre cette grande force?
Voudriez-vous lutter contre ce puissant pouvoir qui a toutes les chances en sa faveur? Ou préféreriez-vous enrôler cette grande puissance dans votre cause et faire en sorte que l'inévitable travaille pour vous au lieu de contre vous? Prenez votre temps avant de répondre. Réfléchissez-y. Au fait, le temps est cette grande puissance dont je parle. Le temps est la force la plus puissante au monde, voire dans l'univers. La réponse à la question que je pose est très évidente. Pourquoi choisir de lutter contre le temps lorsque vous pourriez avoir le temps de votre côté? Qui ne voudrait pas utiliser la grande rivière du temps qui coule à travers toute la vie? Pourquoi ne voudriez-vous pas utiliser le pouvoir du temps pour générer de la puissance dans tous les domaines de votre existence, pour transformer les turbines de vos espoirs et de vos rêves, pour charger chacune de vos aspirations de coups de foudre électriques? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de faire en sorte que le temps travaille pour vous, pas contre vous, et c'est avec la patience. Il y a eu récemment des informations dans les actualités concernant les changements climatiques, le réchauffement planétaire et ainsi de suite. Et comment le niveau des mers va augmenter au cours des prochaines années et submerger des communautés entières qui sont actuellement élevées et sèches. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans certaines régions du pays, il a fait bien chaud et sec ces derniers étés. Et je suis sûr qu'il y a eu des moments où les habitants de ces régions auraient aimé voir de grandes vagues océaniques déferler à travers la plaine. Pensez un instant à n'importe quel État qui est au milieu de ce continent, loin de la côte, et réfléchissez à cette question. Que pensez-vous qu'il faudrait pour transformer cet État en une sorte de paradis des surfeurs? Et quand il fait chaud, vous pourriez simplement sortir et laisser les vagues vous rafraîchir. Par exemple, que faudrait-il pour transformer le Texas en Californie? Si vous prenez la perspective d'un ingénieur, vous pensez peut-être au droit de l'eau, aux barrages et à tout le bon matériel dont vous avez besoin, le genre de projet qui ferait passer le barrage Hoover et le lac Mead pour une petite piscine gonflable de jardin. De ce point de vue, toute l'idée n'est non seulement pas pratique, mais impossible. Mais si vous croyez tout ce qui a été écrit sur le réchauffement climatique et l'augmentation du niveau de l'eau, alors vous devrez admettre que le Texas aura un jour une côte et que les gens y surferont. Cela ne se produira peut-être pas de notre vivant, ni même de celui de nos enfants ou petits-enfants, mais cela arrivera. C'est juste une question de temps, et dans ce cas, le temps est de votre côté. Pas contre vous. Maintenant, je n'essaie pas de minimiser les problèmes auxquels certaines personnes sont confrontées avec la météo. J'essaie juste de vous donner une perspective différente sur le temps. Une perspective qui montre comment faire en sorte que le temps travaille pour vous au lieu de contre vous. Et si vous pouvez le faire, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez dans la vie. Vous pouvez transformer le Texas en Californie, et vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir de la patience et de laisser le temps faire son travail. Maintenant, je comprends que la patience n'est pas la vertu la plus populaire dans le monde actuel où tout va vite. Nous vivons dans une société qui valorise la rapidité et l'efficacité avant tout. Nous voulons tout de suite, et nous ne voulons pas attendre pour l'avoir. Mais la vérité est que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être précipitées. Certaines choses prennent du temps pour se développer, et si vous essayez de les forcer, vous finirez seulement frustré et déçu. C'est pourquoi la patience est si importante. Elle vous permet de vous détendre et de laisser les choses se dérouler naturellement, sans essayer de les forcer. Elle vous permet de faire confiance au processus et d'avoir la foi que tout se passera bien à la fin. Mais la patience est plus qu'un simple jeu d'attente passif. C'est aussi un engagement actif avec le moment présent. Il s'agit d'être pleinement présent et pleinement engagé dans tout ce que vous faites, que ce soit travailler vers vos objectifs ou simplement profiter de la beauté de la vie. Il s'agit d'embrasser le voyage
et de trouver de la joie dans le processus, plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final. Et lorsque vous abordez la vie avec ce genre de patience et de présence, vous constaterez que tout devient plus facile et plus agréable. La patience dans votre propre vie. Eh bien, cela commence par abandonner le besoin de gratification instantanée. Au lieu de toujours chercher des solutions rapides et des résultats immédiats, apprenez à apprécier la valeur d'un progrès lent et régulier. Croyez que même de petits pas en avant vous rapprochent de vos objectifs et soyez prêts à mettre le temps et les efforts nécessaires pour les atteindre. Et lorsque des revers se produisent inévitablement, comme c'est toujours le cas, utilisez-les comme des occasions de pratiquer la patience et la résilience. Au lieu de vous décourager et d'abandonner, voyez-les comme des obstacles temporaires qui font simplement partie du voyage. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de faire en sorte que le temps travaille pour vous, pas contre vous. Et c'est avec la patience. Il y a eu récemment des informations dans les actualités concernant les changements climatiques, le réchauffement planétaire, et ainsi de suite. Et comment le niveau des mers va augmenter au cours des prochaines années et submerger des communautés entières actuellement élevées et sèches. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans certaines régions du pays, il a fait bien chaud et sec ces derniers étés. Et je suis sûr qu'il y a eu des moments où les habitants de ces régions auraient aimé voir de grandes vagues océaniques déferler à travers la plaine. Pensez un instant à n'importe quel État qui est au milieu de ce continent, loin de la côte, et réfléchissez à cette question. Que pensez-vous qu'il faudrait pour transformer cet État en une sorte de paradis des surfeurs? Et quand il fait chaud, vous pourriez simplement sortir et laisser les vagues vous rafraîchir. Par exemple, que faudrait-il pour transformer le Texas en Californie? Si vous prenez la perspective d'un ingénieur, vous pensez peut-être au droit de l'eau, au barrage et à tout le bon matériel dont vous avez besoin. Le genre de projet qui ferait passer le barrage Hoover et le lac Mead pour une petite piscine gonflable de jardin. De ce point de vue, toute l'idée n'est non seulement pas pratique, mais impossible. Mais si vous croyez tout ce qui a été écrit sur le réchauffement climatique et l'augmentation du niveau de l'eau, alors vous devrez admettre que le Texas aura un jour une côte et que les gens y surferont. Cela ne se produira peut-être pas de notre vivant, ni même de celui de nos enfants ou petits-enfants, mais cela arrivera. C'est juste une question de temps, et dans ce cas, le temps est de votre côté, pas contre vous. Maintenant, je n'essaie pas de minimiser les problèmes auxquels certaines personnes sont confrontées avec la météo. J'essaie juste de vous donner une perspective différente sur le temps. Une perspective qui montre comment faire en sorte que le temps travaille pour vous, au lieu de contre vous. Et si vous pouvez le faire, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez dans la vie. Vous pouvez transformer le Texas en Californie, et vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir de la patience et de laisser le temps faire son travail. Maintenant, je comprends que la patience n'est pas la vertu la plus populaire dans le monde actuel où tout va vite. Nous vivons dans une société qui valorise la rapidité et l'efficacité avant tout. Nous voulons tout de suite, et nous ne voulons pas attendre pour l'avoir. Mais la vérité est que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être précipitées. Certaines choses prennent du temps pour se développer, et si vous essayez de les forcer, vous finirez seulement frustré et déçu. C'est pourquoi la patience est si importante. Elle vous permet de vous détendre et de laisser les choses se dérouler naturellement, sans essayer de les forcer. Elle vous permet de faire confiance au processus et d'avoir la foi que tout se passera bien à la fin. Mais la patience est plus qu'un simple jeu d'attente passif. C'est aussi un engagement actif avec le moment présent. Il s'agit d'être pleinement présent et pleinement engagé dans tout ce que vous faites.
que ce soit travailler vers vos objectifs ou simplement profiter de la beauté de la vie. Il s'agit d'embrasser le voyage et de trouver de la joie dans le processus, plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final à terme. Et lorsque vous abordez la vie avec ce genre de patience et de présence, vous constaterez que tout devient plus facile et plus agréable. Alors, comment cultiver la patience dans votre propre vie? Eh bien, cela commence par abandonner le besoin de gratification instantanée. Au lieu de toujours chercher des solutions rapides et des résultats immédiats, apprenez à apprécier la valeur d'un progrès lent et régulier tard. Croyez que même de petits pas en avant vous rapprochent de vos objectifs et soyez prêts à mettre le temps et les efforts nécessaires pour les atteindre. Et lorsque des revers se produisent inévitablement, comme c'est toujours le cas, utilisez-les comme des occasions de pratiquer la patience et la résilience. Au lieu de vous décourager et d'abandonner, voyez-les comme des obstacles temporaires qui font simplement partie du voyage. Une autre façon de cultiver la patience est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est la pratique d'être pleinement présent et conscient dans le moment présent, sans jugement ni distraction. Il s'agit de ralentir et de prêter attention à l'ici et maintenant, et plutôt que de se précipiter constamment en avant ou de s'attarder sur le passé. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, vous pouvez entraîner votre esprit à être plus patient et concentré, ce qui vous aidera à rester calme et centré même face aux défis. Enfin, souvenez-vous d'être gentil et compatissant envers vous-même et envers les autres. La patience ne consiste pas à être parfait ou à ne jamais faire d'erreur. Il s'agit d'être doux et compréhensif avec vous-même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu et d'étendre cette même gentillesse aux autres et âmes. En cultivant la patience et la compassion dans votre propre vie, vous trouverez non seulement une plus grande paix et un plus grand épanouissement, mais vous inspirerez également les autres à faire de même. En conclusion, la patience est une vertu puissante qui peut vous aider à atteindre vos objectifs et à vivre une vie plus épanouissante. En apprenant à avoir confiance dans le processus, à embrasser le voyage et à cultiver la pleine conscience et la compassion, vous pouvez exploiter le pouvoir du temps et le faire travailler pour vous au lieu de contre vous. Alors, prenez une grande respiration, ralentissez et souvenez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Avec la patience comme guide, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Vous réalisez que ce n'est pas vraiment une proposition impossible. En fait, certaines personnes disent que c'est inévitable. Vous n'avez pas besoin de droit sur l'eau ou de barrage pour le voir se produire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la patience. Voici une autre illustration du pouvoir de la patience. Imaginez que vous êtes dans un chalet en Nouvelle-Angleterre quand une tempête de neige éclate. Il y a plus de neige et moins de temps que lors de n'importe quel autre hiver enregistré. Si vous alliez vous coucher au milieu de cette tempête, vous penseriez probablement que lorsque vous vous réveilleriez, vous devriez déblayer la congère devant la porte d'entrée juste pour descendre les marches. Vous pourriez même envisager de commencer le travail avant d'aller vous coucher. Mais dans ce cas, comme il s'avère, tout cet effort avant le coucher n'aurait pas été nécessaire. Pendant la nuit, le vent continue de souffler, et pendant que vous dormez, il change de direction de 180 degrés, de sorte que toute la neige sur votre véranda avant est dégagée naturellement. Vous n'avez pas à vous épuiser avec une pelle. Vous vous épargnez peut-être un mal de dos ou une crise cardiaque, et tout ce que vous aviez à faire, c'était d'attendre. Patience. Il y a un type de personne pour qui tout est entrepris dans le but d'atteindre un objectif. Ils préparent de la nourriture pour la manger, pas seulement pour le plaisir d'être dans la cuisine. Ils lancent une entreprise pour gagner de l'argent. Ils font de l'exercice pour se mettre en forme. Je suis sûr que certaines de ces personnes sont très réussies, et elles sont certainement très organisées. Mais à mon avis, une personne de caractère vraiment fort voit le succès comme une aventure, pas comme un point avec une heure d'arrivée estimée,
Cette approche, à mon avis, est impatiente. L'impatience peut conduire une personne à commettre de très grosses erreurs. Tout d'abord, lorsque vous regardez toujours ailleurs, que ce soit sur la route, en haut de la montagne, ou vers la clôture du champ gauche, où vous espérez frapper un grand chelem. Lorsque vous regardez au loin comme ça, vous manquez souvent ce qui est juste sous votre nez. Cela signifie que le plaisir et le plaisir de vivre qui viennent ici et maintenant sont négligés pour quelque chose qui n'est pas encore là et qui pourrait ne jamais arriver. La vraie patience est plus qu'un simple jeu d'attente. La patience ne signifie pas que vous restez assis à espérer que quelque chose se produise. La patience n'est pas une qualité passive. Parfois, la patience peut signifier faire quelque chose d'autre entièrement, penser à une autre entreprise, prendre une autre direction tout en donnant une chance aux événements de suivre leur cours. Tout au long de sa longue carrière à l'écran, John Wayne n'a jamais estimé avoir reçu le crédit et la reconnaissance qu'il méritait pour ses compétences en tant qu'acteur. Oui, ses films étaient constamment réussis au box-office, et même aujourd'hui, John Wayne est toujours l'acteur de cinéma préféré numéro 1 aux États-Unis. Mais un grand nombre de fans parmi les cinéphiles ne s'est pas traduit par une estime critique ou le respect de ses pairs. C'est ce que le duc voulait, et il estimait aussi le mériter. Puis, dans les dernières années de sa vie, il a réalisé un film appelé True Grit, dans lequel il jouait un vieux marshal américain alcoolique et borgne nommé Rooster Cogburn. Cette interprétation a valu à John Wayne l'Oscar qu'il attendait depuis 40 ans. Ce n'était pas le genre de rôle de héros haut et puissant qu'il jouait dans sa jeunesse qui lui a finalement valu son prix, mais c'était un rôle qu'il attendait toute sa vie. Et il ne savait même pas qu'il arrivait. Cette histoire, il voyageait à travers le pays pour une tournée de conférences et s'est retrouvé bloqué à Chicago en changeant d'avion. Dans le salon des voyageurs de première classe, il a engagé la conversation avec un gentleman qui ressemblait un peu à John Wayne à l'époque de True Grit. Il a été un peu surpris d'apprendre que ce monsieur était en fait originaire de New York. Malgré son apparence robuste, ce compagnon de voyage s'est révélé être extrêmement doux. Son passe-temps préféré était de jouer aux échecs, mais en parlant de ses expériences dans le secteur de la construction à New York, il a également démontré qu'il avait du répondant. Sa société avait développé certains des biens immobiliers commerciaux les plus importants de Manhattan. Comme le font toujours les personnes réussies, lorsqu'elles rencontrent d'autres individus réussis, mon collègue lui a demandé comment il avait fait. Eh bien, dit-il, après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur, j'ai passé quelques années à acquérir une expérience pratique dans la construction. Je ne voulais pas superviser des gens dans des emplois que je ne savais pas faire moi-même. Alors plus tard, quand j'ai commencé à mettre en place mes propres projets, j'ai dû traiter avec des gens assez durs et débrouillards, des gars de la compagnie de ciment, des inspecteurs du bâtiment, des entreprises de camionnage. Mais je n'ai jamais essayé de prétendre être moi-même un dur. Je leur disais toujours dès le départ, vous jouez franc jeu avec moi, et je joue franc jeu avec vous. Je n'ai jamais essayé de profiter de qui que ce soit, mais je n'ai jamais laissé personne profiter de moi non plus. Vous voyez, j'ai toujours été, et je le suis toujours, un excellent contre-attaquant. Quiconque me prend pour cible en affaires ferait mieux de s'assurer que c'est un bon coup car je vais riposter. Mais c'est comme aux échecs. Vous ne ripostez pas nécessairement tout de suite. Vous devez être patient. Vous devez attendre le bon moment. Vous devez laisser à l'autre la possibilité de savoir. D'accord, tu as eu ta chance. La prochaine fois, c'est mon tour. Mais vous ne dites pas ça à voix haute. Vous ne dites pas ce que vous avez en tête et vous ne dites pas quand cela pourrait arriver. Vous continuez juste poli et amical comme toujours. Vous ne laissez jamais entendre que vous attendez une ouverture, mais vous pouvez se rassurer que votre chance viendra. Comme tout autre investissement, cela demande de la patience. La patience est la clé.
Inutile de dire que ces quelques heures entre les vols ont été à la fois instructives et agréables pour mon collègue. Et nous pouvons tous apprendre de cette histoire. Ne vous concentrez pas sur les choses que vous ne pouvez pas influencer, comme quand les avions vont décoller. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un dont vous pouvez apprendre, alors apprenez tout ce que vous pouvez tant que vous en avez l'occasion. On ne sait jamais quand on va tomber sur un livre ou un article qui fournira une information qui peut transformer votre vie. Une chose est sûre cependant, et je l'ai dit de nombreuses fois, le livre que vous ne lisez pas ne vous aidera pas. Et c'est la même chose avec les rencontres avec les gens. On ne sait jamais qui pourra vous enseigner exactement ce que vous devez savoir, même si vous n'avez pas besoin de le savoir maintenant. Vous pourriez avoir besoin de le savoir à un moment donné dans le futur. Cela pourrait ne pas être dans 15 ans, mais cela pourrait arriver dans 15 minutes aussi. Vous savez. Eh bien, les richesses et la fortune peuvent prendre d'autres formes que des dollars et des centimes. D'accord, ça sonne bien. Alors en quoi l'homme patient est-il plus riche? La réponse réelle est très simple. Un homme patient est toujours plus riche que l'impatient parce que l'homme patient peut toujours se permettre d'attendre. L'homme patient n'est jamais désespéré. L'homme patient a du temps à revendre, tandis que l'homme pressé est toujours au bord de la faillite en ce qui concerne le temps. Dans n'importe quelle situation à laquelle vous pouvez penser, l'impatience est une source de faiblesse et de peur, tandis que la patience est de la substance et de la force. Et voici une autre manière dont la patience donne à la personne qui la possède un avantage incalculable sur celle qui ne l'a pas, et lui donne une compréhension plus profonde de lui-même et des autres, ce qui est le signe d'un grand caractère. Si vous ne pouvez voir que le court terme, si vous ne pouvez penser qu'en termes de comment vous êtes maintenant, alors vous êtes comme un homme avec un seul œil. Vous ne pouvez pas juger les distances. Vous vivez dans un monde plat et bidimensionnel. En d'autres termes, la personne impatiente manque totalement de perspective. La perspective vous permet de mesurer vos plans et les événements actuels par rapport à ce qui s'est déjà produit et aussi par rapport à vos désirs et aspirations pour l'avenir. Alors et maintenant, ici et là, près et loin, besoin et savoir, regarder et attendre. Ce sont les optiques doubles qui permettent à l'homme patient de voir en stéréo, là où la personne myope ne voit que le présent ou le rêveur ne voit qu'un futur imaginaire, et plus souvent qu'autrement, trébuche sur ses erreurs en essayant d'y arriver. L'histoire de ce siècle peut nous en dire long sur la valeur de la patience et de la perspective. L'histoire prouve que le temps est le plus fort allié que vous puissiez avoir, quelle que soit la situation ou le niveau d'adversité auquel vous êtes confronté. Le temps donne de la force à ceux qui l'ont de leur côté. Cette vérité a été très convaincante démontrée au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a connu d'énormes succès au début de la guerre avec la Blitzkrieg, une attaque éclair par les airs et par terre sans avertissement qui a été utilisée d'abord contre la Pologne, puis contre les pays de l'Europe occidentale. Le Japon a également utilisé avec succès des attaques surprises et a presque obtenu un avantage décisif avec le bombardement traître de la flotte américaine insouciante à Pearl Harbor. Mais les nations qui étaient alliées contre l'Allemagne et le Japon savaient que le temps était de leur côté, et elles étaient prêtes à être patientes. Bien que vous ne trouverez pas cela discuté dans de nombreux livres d'histoire, l'un des événements les plus importants de la Seconde Guerre mondiale s'est en fait déroulé ici, aux États-Unis. Quelques mois avant l'attaque de Pearl Harbor, l'armée américaine a organisé une série d'énormes exercices militaires en Louisiane qui étaient conçus pour évaluer la préparation des forces américaines à participer à la guerre qui se répandait dans le monde entier. Comme il s'est avéré, ces jeux de guerre en Louisiane ont révélé des lacunes criantes dans notre préparation militaire.
Il est rapidement devenu évident pour nos commandants militaires que si l'Amérique était bientôt entraînée dans la guerre, comme beaucoup le croyaient, il faudrait une longue période de reconstruction et de modernisation, et cela devrait se faire en même temps que les forces américaines se battraient dans le monde entier avec un équipement inférieur et dépassé par. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a fallu près de 3 ans de patience, de travail acharné et de sacrifice avant que la machine de guerre américaine soit mise aux normes modernes. Mais le président Franklin Roosevelt et les généraux tels que Eisenhower et MacArthur savaient que l'attente en vaudrait la peine, et qu'une fois la modernisation achevée, la victoire serait assurée. De l'autre côté de l'Atlantique, c'était à peu près la même histoire. Winston Churchill savait que l'Angleterre allait devoir endurer des mois et des années de bombardements et de menaces d'invasion. Mais il savait aussi que le temps était de son côté. Avec une grande patience et courage, le peuple britannique a survécu aux raids aériens et aux attaques de roquettes. Enfin, le vent a commencé à tourner et le monde a réalisé que la patience et l'endurance allaient vaincre l'attaque la plus dévastatrice jamais vue. Jusqu'alors, en Russie aussi, la ville de Leningrad a été assiégée pendant plus d'1 an. Mais les Russes connaissaient la valeur de la patience, peut-être mieux que quiconque. Après tout, ils avaient affronté l'adversité dans leur climat rude et dans l'immensité de leur territoire. Les armées françaises sous Napoléon et les mêmes forces naturelles ont finalement prévalu contre le nouvel envahisseur. Ce sont des pays patients, les États-Unis, l'Angleterre et la Russie, qui ont remporté la Seconde Guerre mondiale contre des ennemis qui comptaient sur la surprise dans l'espoir d'une victoire rapide. Il n'y a aucun domaine de l'activité humaine qui exige plus de patience que l'éducation des enfants. Si vous n'avez pas de patience lorsque vous commencez dans ce domaine, vous devrez l'apprendre d'une manière ou d'une autre. Un bébé naît après 9 mois. Si la future mère en a assez de la grossesse avant que le temps ne soit écoulé, eh bien, tant pis, car il reste encore 2 mois à venir, qu'elle le veuille ou non. Et lorsque l'enfant arrive, il ou elle grandit et se développe à un rythme qui est complètement hors du contrôle des parents. Les parents qui essaient de forcer le développement d'un enfant demandent des ennuis. Et sur ce point, la psychologie et le bon sens sont entièrement d'accord. Nous avons tous entendu parler de parents qui pensent pouvoir créer un autre Einstein en donnant à leur enfant de 2 ans un livre sur l'astrophysique, ou que si un enfant est obligé de jouer du piano pendant 1 heure par jour, cela provoquera le second coming of Mozart. Rien de tout cela ne fonctionne, bien sûr, et cela ignore également le fait que tous les véritables prodiges se développent complètement selon leur propre calendrier. Et même alors, le résultat n'était généralement pas exactement ce qu'on aurait pu espérer. Mozart, par exemple, a eu une vie ultérieure très difficile, et il est mort jeune en partie parce qu'il a grandi beaucoup plus tôt que les autres enfants. Il n'a jamais vraiment eu d'enfance et à 30 ans, il était déjà un vieil homme. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas de manuel de physique ou des heures de musique ou toute autre forme de force pour enseigner efficacement quelque chose aux enfants. Il suffit d'une seule chose, la patience. Si vous êtes pressé, si vous avez besoin de voir des résultats demain, vous mettez beaucoup de pression sur tout le monde, et il y a probablement beaucoup de déceptions. Mais si vous pouvez vous permettre d'attendre, vous pouvez traverser les moments difficiles et finalement réaliser un profit. La chose étrange est que parfois, attendre pendant des années est plus facile que d'attendre quelques jours ou même quelques minutes. Aucun de nous ne s'est senti trop tendu parce que nous avons dû attendre 12 ans pour passer par l'école primaire, le collège et le lycée avant de sortir. Ou du moins, les 11 premières années et demie n'ont pas trop testé ma patience. Mais demandez-moi d'attendre 45 minutes pour un vol en avion, ou 20 minutes dans la salle d'attente d'un cabinet dentaire. Et si vous me prenez un mauvais jour, c'est presque plus que je ne peux supporter. Nous trouvons tous des moyens d'attendre le prochain salaire,
Mais combien peuvent attendre patiemment dans une file d'attente bondée de supermarchés? Combien de personnes peuvent rester debout et attendre tranquillement un train en retard sur un quai de gare? C'est comme s'il y avait deux types de patience. Celui qui vous prépare pour le long terme et vous promet un lendemain meilleur et plus riche. Et puis il y a l'autre type, le genre de patience qui vous aide à rester sain d'esprit et sociable pendant que vous attendez dans la file ou regardez l'horloge ou attendez qu'une casserole d'eau bouille. Ces types de patience sont différents et pourtant tellement les mêmes. Ils sont fondus dans votre caractère et ont un effet fondamental sur votre constitution physique. Tout médecin vous dira qu'il est préférable pour vous et pour tout le monde autour de vous. Si vous ne vous exaspérez pas pour des petites choses, si vous ne vous emportez pas à chaque contrariété et obstacle sur votre chemin, cela maintient votre tension artérielle basse et rend vos amis et voisins heureux si vous pouvez accueillir les petits problèmes de la vie avec équanimité et patience. Parce que presque tous les problèmes peuvent être résolus si seulement vous prenez le temps de les voir et de les réfléchir. C'est très facile à comprendre et c'est très facile à dire, mais cela demande un caractère fort pour le mettre en pratique. Je ne suis jamais sûr de quoi penser lorsque les gens disent « Je veux gagner $1 million d'ici l'âge de 40 ans » ou « Je veux prendre ma retraite à l'âge de 45 ans ». Cette combinaison d'objectifs et de délais me semble à courte vue et peut-être même un peu naïve. Cela prend un objectif valable et le soumet à un calendrier imposé. Bien que vous puissiez avoir une idée de ce que signifierait $1 million pour vous, vous pourriez avoir des plans vraiment excitants pour votre vie après avoir accroché la cravate et le costume d'affaires. Je ne vois pas comment une personne peut raisonnablement s'attendre à savoir qui ou quoi il sera ou pensera ou ressentira à un moment arbitraire dans le futur. La véritable récompense du succès financier et mondain ne découle pas du montant d'argent divisé par l'âge que vous avez lorsque vous l'obtenez, ou d'une autre formule actuarielle. La véritable récompense se trouve dans les qualités de caractère que vous développez en cours de route. Il y a une histoire sur un jeune homme qui avait un oncle très vieux et riche. Lorsque l'oncle est mort, le jeune homme a été convoqué au bureau de son avocat et on lui a dit qu'il avait hérité d'une immense fortune. Pour la récupérer, cependant, il devait d'abord accomplir une certaine tâche qui était décrite sur un bout de papier. Cela semblait assez simple, mais lorsque le jeune homme a essayé de l'accomplir, cette première tâche s'est transformée en une autre, puis une autre, alors qu'il poursuivait la dernière requête de son oncle. Le jeune homme a été conduit dans des terres étrangères, des aventures exotiques et des dangers inconnus. Plus d'années ont passé que le jeune homme n'a perdu le fil de la manière, et même pourquoi il était sur ce long voyage. Et il pouvait à peine imaginer ce que pourrait être la fin. Enfin, l'Odyssée l'a ramené dans le même bureau d'avocat où elle avait commencé. « Je suis ici pour récupérer mon héritage », a déclaré l'héritier. Plus un jeune homme, mais un homme beaucoup plus sage. L'avocat sourit. « Comme ton oncle l'avait prévu, tu l'as déjà recueilli dans les endroits où tu as été et les choses que tu as apprises. Et encore, comme il l'avait prévu, cela te durera toute une vie. Le succès qui vient trop facilement ou trop rapidement ne dure presque jamais. Il y a des gens qui atteignent ce genre de succès, mais il y a toujours un sentiment latent qu'ils ne l'ont pas vraiment mérité. Et ce sentiment ronge leur caractère. S'ils sont chanceux et intelligents, ils se créent un nouveau défi dans un domaine totalement inconnu. Ces gens doivent construire leur caractère pour survivre à leur soudaine bonne fortune. Et c'est le genre de construction de caractère qui se fait dans une urgence. En fait, c'est un vrai cas de figure où le chariot arrive avant le cheval. Cela ne nécessite pas de patience car il n'y a pas d'attente, de planification ou même d'attente impliquée. C'est davantage un test de l'éducation d'une personne que de son caractère. Nous avons vu à quel point les qualités d'un caractère fort demandent souvent la présence de qualités opposées de manière presque paradoxale.
Passé. La patience ne fait pas exception. La patience ne signifie pas attendre jusqu'à l'année prochaine. Elle signifie cette année, mais si ce n'est pas le cas, l'année prochaine c'est sûr. Je pense que Thomas Edison l'a dit le mieux. Tout vient à celui qui sait attendre, mais cela vient plus vite à celui qui s'active pendant qu'il attend.